Vous savez, ce qui me terrifie vraiment en tant que psychiatre après 40 ans de pratique, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, de se réveiller un matin dans un appartement vide et réaliser qu'elles ont passé les 20 dernières années à prendre soin de tout le monde, sauf d'elles-mêmes. Et maintenant que les enfants sont partis, que le mari est parti aussi parfois, que les parents sont décédés, elles se retrouvent face à un silence assourdissant qui leur murmure cette question terrible. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça, la vie qui m'attend jusqu'à la fin? Et je vois dans leurs yeux cette panique sourde, cette angoisse qu'elles n'osent pas nommer parce qu'on leur a toujours dit qu'il fallait être forte, qu'il fallait tenir, qu'il fallait sourire. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, cette peur est réelle, elle est légitime. Et si vous ne faites rien, si vous continuez à croire que ça va s'arranger tout seul, vous risquez de passer les 20 ou 30 prochaines années dans une solitude qui va vous ronger de l'intérieur comme un acide lent et silencieux. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière dans mon cabinet. Une femme de 53 ans, appelons-la Marie, est entrée avec cette démarche que je connais si bien, un peu voûtée, comme si elle voulait prendre le moins de place possible dans l'espace. Elle s'est assise et avant même que je lui pose la moindre question, elle a éclaté en sanglots, pas des petits pleurs discrets, non, des sanglots profonds qui venaient du ventre. Et quand elle a réussi à reprendre son souffle, elle m'a dit quelque chose que j'entends de plus en plus souvent: Christophe, je ne sais plus qui je suis. Pendant 30 ans, j'ai été la femme de quelqu'un, la mère de mes enfants, la fille de mes parents. Et maintenant, je suis seule dans mon appartement et je ne reconnais même pas la femme que je vois dans le miroir. Je me regarde et je me demande où est passée celle que j'étais à 25 ans, celle qui avait des rêves, des envies, de l'énergie. Et vous savez, ce qui m'a le plus frappé dans son récit, ce n'était pas tant la solitude elle-même, c'était cette impression qu'elle avait de s'être évaporée, de s'être dissoute dans la vie des autres au point de ne plus exister en tant que personne à part entière. Cette situation, je la vois tous les jours et ce n'est pas un hasard si elle touche particulièrement les femmes de votre génération, parce qu'on vous a éduqué dans l'idée que votre valeur dépendait de votre capacité à vous occuper des autres, à être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille. Et personne ne vous a dit qu'un jour vous auriez à vous occuper de vous-même. Personne ne vous a préparé à cette transition où soudain les rôles qui définissaient votre identité disparaissent les uns après les autres. Et vous vous retrouvez là avec toute cette vie devant vous, peut-être 20, 30, 40 ans encore. Et cette question terrifiante, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais remplir tout ce temps? Comment je vais supporter cette solitude qui me pèse déjà après seulement quelques mois? D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si ces mots résonnent en vous comme un écho douloureux, faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement transformer les 30 prochaines années de votre vie. Et je ne dis pas ça à la légère, je le dis parce que j'ai vu des centaines de femmes opérer cette transformation, passer de la survie à la vraie vie, de l'existence grise à l'existence colorée. Et je veux que vous fassiez partie de ces femmes qui refusent de se laisser engloutir par la feuille. Solitude et l'âge, alors abonnez-vous, activez la cloche parce que nous allons faire ce voyage ensemble. Mais revenons à Marie, parce que son histoire illustre parfaitement le piège dans lequel tant de femmes tombent sans même s'en rendre compte. Elle m'a raconté que son mari l'avait quittée il y a 6 mois pour une femme plus jeune. Cliché absolu, n'est-ce pas? Tellement cliché que ça en devient presque comique si ce n'était pas si tragique. Et elle m'a dit, vous savez Christophe, le pire ce n'est même pas qu'il soit parti, le pire c'est que je le comprends, je le regarde et je me dis, qui voudrait rester avec cette femme fatiguée? Cette femme qui n'a plus rien d'intéressant à raconter, cette femme dont la vie se résume à regarder des séries le soir en mangeant une salade devant la télé. Et là, j'ai dû l'arrêter parce que c'est exactement ce discours toxique que je veux déconstruire avec vous aujourd'hui. Cette idée que votre valeur diminue avec l'âge, cette croyance que vous n'êtes plus désirable, plus intéressante, plus digne d'amour, simplement parce que vous avez dépassé 50 ans et que vous vous retrouvez seul. Écoutez-moi bien et je vais être très direct avec vous parce que c'est important. Si vous continuez à nourrir cette croyance, si vous continuez à penser que votre vie amoureuse est derrière vous, que personne ne pourra plus vous désirer, vous êtes condamné à finir vos jours seul devant la télévision avec un chat pour seule compagnie. Alors oui, c'est exactement ce qui va se passer, non pas parce que c'est la réalité objective de votre situation, mais parce que vous allez créer cette réalité par vos pensées, vos croyances, vos comportements.
Vous allez vous replier sur vous-même, vous allez arrêter de prendre soin de vous, vous allez refuser les invitations, vous allez vous convaincre que de toute façon ça ne sert à rien, et petit à petit vous allez vous transformer en cette femme invisible que vous craignez de devenir. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous vous direz: pourquoi je n'ai rien fait? Pourquoi j'ai laissé passer toutes ces années sans réagir? Et pendant ce temps-là, vous savez ce qui va se passer. Votre ex-mari, lui, il va refaire sa vie, il va voyager avec sa nouvelle compagne, il va publier des photos sur les réseaux sociaux où on le verra bronzé et souriant. Et vous, vous allez regarder ces photos en vous rongeant les ongles, en vous demandant pourquoi lui a le droit de recommencer et pas vous, pourquoi lui trouve quelqu'un et pas vous. Et la vérité que personne n'ose vous dire, c'est que ce n'est pas une question de droit ou de chance, c'est une question de décision. Lui a décidé de continuer à vivre, et vous, qu'avez-vous décidé? Parce que si vous ne prenez pas cette décision maintenant, si vous ne vous dites pas aujourd'hui stop, je refuse de laisser la solitude et l'âge définir ma vie, alors vous allez vous enfoncer dans une spirale dont il sera de plus en plus difficile de sortir. Et attention, et c'est là que ça devient vraiment effrayant. La solitude en vieillissant, ce n'est pas juste une question de ne pas avoir quelqu'un à côté de soi le soir. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus dangereux que ça, parce que la solitude chronique, celle qui s'installe jour après jour, semaine après semaine, année après année, elle a des effets dévastateurs sur votre santé physique et mentale. Les études scientifiques sont formelles là-dessus. La solitude chronique augmente votre risque de dépression de plus de 200%, elle augmente votre risque de maladie cardiovasculaire, elle affaiblit votre système immunitaire, elle accélère le déclin cognitif, elle réduit votre espérance de vie autant que fumer 15 cigarettes par jour, vous m'entendez bien. La solitude tue littéralement, aussi sûrement qu'une maladie physique, et pourtant on en parle si peu. On fait comme si c'était juste un petit désagrément, un peu de tristesse passagère, alors que c'est un véritable enjeu de santé publique. Et ce n'est pas tout, parce que la solitude crée un cercle vicieux particulièrement pernicieux. Plus vous êtes seul, plus vous devenez méfiante envers les autres, plus vous interprétez négativement les interactions sociales, plus vous vous repliez, plus vous êtes seul. Et ainsi de suite, c'est une spirale descendante qui s'accélère avec le temps. Et si vous ne l'arrêtez pas maintenant, elle va vous entraîner dans des profondeurs dont vous ne pourrez plus remonter. J'ai vu des femmes de 70 ans dans mon cabinet qui n'avaient pas parlé à un autre être humain pendant des semaines, qui avaient perdu jusqu'à la capacité de tenir une conversation normale, qui étaient devenues comme des ombres d'elles-mêmes. Et quand je leur demandais comment elles en étaient arrivées là, elle me racontait toute la même histoire, ou après le départ des enfants, ou après la mort de mon mari. Et au début, je me disais que c'était temporaire, que j'allais rebondir, mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, les mois des années, et maintenant, je ne sais même plus comment faire pour m'en sortir. Alors voilà où nous en sommes. Vous êtes à un carrefour absolument crucial de votre vie. Vous pouvez soit prendre le chemin de la résignation, vous dire que c'est comme ça, que vous êtes trop vieille pour changer, que de toute façon, personne ne s'intéresse aux femmes de votre âge. Et dans ce cas, je peux vous prédire exactement ce qui va se passer. Vous allez passer les prochaines années à rétrécir, à vous replier, à devenir de plus en plus invisible, de plus en plus seul, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un fantôme dans votre propre vie. Ou alors, et c'est l'option que je veux que vous choisissiez aujourd'hui, vous pouvez décider que non, que vous refusez ce scénario, que vous avez encore tellement de vie en vous, tellement de choses à découvrir, à créer, à partager, tellement d'amour à donner, à recevoir, et que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour construire une seconde partie de vie qui soit riche, pleine, vibrante, peut-être même plus belle que la première, parce que cette fois, vous allez la vivre pour vous, pas pour les autres, pas pour répondre aux attentes de la société, mais pour vous, pour cette femme magnifique que vous êtes et que vous avez peut-être oubliée en chemin. Maintenant, je sais ce que vous vous dites, c'est bien joli Christophe de me dire tout ça, mais concrètement, comment je fais, comment je sors de cette solitude quand j'ai l'impression que personne ne veut de moi, quand je me sens invisible, quand je n'ai plus confiance en moi, quand je ne sais même plus qui je suis. Et c'est exactement pour répondre à ces questions que je vais vous donner maintenant 5 clés absolument essentielles, 5 clés que j'ai développées au fil de mes 40 ans de pratique clinique.
En travaillant avec des centaines de femmes qui étaient exactement dans votre situation et qui ont réussi à transformer leur vie, et je ne parle pas de petits ajustements cosmétiques, je parle de transformations profondes, de femmes qui sont passées de la survie à la joie de vivre, de l'invisibilité au rayonnement, de la solitude à des relations riches et nourrissantes. La première clé, et c'est probablement la plus importante, même si c'est aussi la plus difficile à entendre, c'est que vous devez absolument arrêter de chercher votre valeur dans le regard des autres, et particulièrement dans le regard des hommes. Parce que c'est ça le piège dans lequel tant de femmes de votre génération sont tombées. On vous a appris depuis votre plus jeune âge que votre valeur dépendait de votre capacité à plaire, à être désirable, à être choisi par un homme. Et maintenant que vous avez dépassé 50 ans, que vous ne correspondez plus au coteau. Critères de beauté absurdes que la société impose, vous avez l'impression d'avoir perdu toute valeur, mais écoutez-moi bien, cette croyance est un mensonge toxique qui vous empoisonne l'existence. Votre valeur n'a jamais dépendu de votre apparence physique. Elle n'a jamais dépendu de votre capacité à séduire les hommes, elle n'a jamais dépendu du fait d'être en couple ou non. Votre valeur est intrinsèque, elle fait partie de qui vous êtes en tant qu'être humain, et elle ne diminue pas avec l'âge, au contraire. Elle s'enrichit de toute l'expérience que vous avez accumulée, de toute la sagesse que vous avez développée, de toute la profondeur que vous avez acquise. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes patientes, appelons-la Sylvie. Elle avait 57 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Son mari venait de la quitter pour une femme de 35 ans et elle était dévastée, complètement anéantie. Elle me disait « Christophe, je ne vaux plus rien, regardez-moi, j'ai des rides, j'ai pris du poids, mes seins tombent, mes cheveux grisonnent, qui voudrait de moi maintenant ?» Et je lui ai posé une question très simple, Sylvie, si votre meilleure amie était assise à votre place et vous disait exactement ce que vous venez de me dire, que lui répondriez-vous? Et elle m'a regardé avec des yeux ronds, et puis elle a commencé à réfléchir, et elle a dit je dirais qu'elle est folle, que sa valeur ne dépend pas de son apparence, que c'est une femme extraordinaire avec tellement de qualités. Et là, je lui ai dit, alors pourquoi vous ne vous appliquez pas à vous-même ce que vous diriez à votre meilleur ami? Pourquoi vous êtes tellement dur avec vous-même? Pourquoi vous vous jugez avec des critères que vous n'appliqueriez jamais aux autres? Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez maintenant. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à la façon dont vous vous parlez à vous-même, parce que je parie que si je pouvais entendre le dialogue intérieur qui se passe dans votre tête, je serais horrifié par la violence de vos propres mots contre vous-même. Vous vous dites des choses que vous ne diriez jamais à personne d'autre. Vous êtes d'une cruauté inouïe envers vous-même. Et puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous vous sentez mal dans votre peau. Mais c'est normal. Comment pourriez-vous vous sentir bien quand vous passez votre temps à vous démolir de l'intérieur? Alors voici ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir une pensée négative sur vous-même, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous demandiez: est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie? Et si la réponse est non, alors reformulez cette pensée de façon bienveillante. Remplacez « je suis vieille et moche » par « j'ai un corps qui a vécu, qui a porté des enfants peut-être, qui a traversé des épreuves. Et ce corps mérite mon respect, ma gratitude. » Remplacez « personne ne voudra jamais de moi » par « je suis une femme de valeur qui mérite l'amour et le respect. » Et si quelqu'un ne voit pas ma valeur, c'est son problème, pas le mien. Et vous savez ce qui se passe quand vous commencez à vous parler avec bienveillance, quand vous arrêtez de vous maltraiter psychologiquement, quelque chose de magique se produit, vous commencez à vous tenir différemment, à marcher différemment, à regarder les gens dans les yeux, vous commencez à rayonner une énergie complètement différente et les autres le sentent, ils le perçoivent et soudain vous n'êtes plus invisible, soudain les gens vous remarquent et vous sourient, engagent la conversation avec vous parce que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, n'est pas quelque chose que les autres vous donnent, c'est quelque chose que vous cultivez de l'intérieur et ça commence par la façon dont vous vous parlez à vous-même. La deuxième clé, et celle-ci va peut-être vous surprendre, c'est que vous devez absolument reconstruire votre identité indépendamment de vos rôles sociaux.
Parce que le problème quand on vieillit et qu'on se retrouve seul, c'est qu'on perd tous ces rôles qui nous définissaient. On n'est plus l'épouse de quelqu'un, on n'est plus la mère de jeunes enfants qui ont besoin de nous, on n'est plus la fille qui s'occupe de ses parents âgés. Et soudain, on se demande, mais qui suis-je alors si je ne suis plus rien de tout ça? Qui suis-je? Et c'est une question terrifiante, mais c'est aussi une opportunité incroyable parce que pour la première fois de votre vie, vous avez la possibilité de vous définir vous-même, pas en fonction des autres, pas en fonction de ce que la société attend de vous, mais en fonction de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui donne du sens à votre vie. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Catherine, qui est venue me voir à 59 ans. Elle était à la retraite depuis 1 an, ses enfants étaient partis depuis longtemps, elle était divorcée depuis 15 ans, et elle me disait « Christophe, je ne sais plus quoi faire de mes journées ». Je me réveille le matin et je n'ai aucune raison de me lever, aucun projet, aucune envie. Je regarde les heures passer et je me dis que c'est ça maintenant jusqu'à la fin. Et je lui ai demandé, Catherine, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez faire absolument ce que vous voulez sans aucune contrainte, qu'est-ce que vous feriez? Et elle m'a regardé avec des yeux vides et elle m'a dit, je ne sais pas, ça fait tellement longtemps que personne ne m'a posé cette question, ça fait tellement longtemps que je ne me la suis pas posée à moi-même, que je ne sais même plus ce que je veux. Et c'est exactement le problème. Vous avez passé tellement de temps à répondre aux besoins des autres que vous avez complètement perdu le contact avec vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres rêves. Alors voici ce que j'ai fait avec Catherine et ce que je veux que vous fassiez aussi. Je lui ai donné un cahier et je lui ai demandé de faire un exercice très simple mais très puissant. Chaque jour, pendant 1 mois, elle devait écrire 3 choses. Premièrement, un moment où elle s'était sentie vraiment vivante, vraiment présente, vraiment elle-même, même si c'était juste un instant. Deuxièmement, une chose qu'elle avait toujours eu envie de faire, mais qu'elle n'avait jamais faite parce qu'elle n'avait pas le temps, ou parce que ce n'était pas raisonnable, ou parce que les autres auraient désapprouvé. Et troisièmement, une chose pour laquelle elle était reconnaissante ce jour-là, même toute petite. Et au bout d'1 mois, quand elle est revenue me voir, elle avait les yeux qui brillaient, elle m'a dit « Christophe, vous savez ce que j'ai découvert ?» J'ai découvert que je me sens vivante quand je suis dans la nature, quand je marche en forêt, quand j'écoute le chant des oiseaux. Et j'ai réalisé que je n'avais pas fait une vraie randonnée depuis des années parce que mon ex-mari détestait ça. Et j'ai aussi découvert que j'ai toujours rêvé d'apprendre la photographie, de capturer la beauté que je vois autour de moi, mais je me suis toujours dit que c'était futile, que ce n'était pas important. Et maintenant je me dis, pourquoi pas, pourquoi je ne pourrais pas faire ça, qui va m'en empêcher? Et vous voyez ce qui s'est passé simplement en prenant le temps de se reconnecter avec elle-même, avec ses désirs authentiques. Catherine a commencé à reconstruire son identité. Elle n'était plus juste une ancienne épouse, une ancienne employée, une mère dont les enfants sont partis. Elle était Catherine, une femme qui aime la nature, qui est sensible à la beauté, qui a envie d'apprendre et de créer. Et à partir de là, toute sa vie a commencé à changer. Elle s'est inscrite à un cours de photographie, elle a rejoint un club de randonnée, elle a commencé à publier ses photos sur les réseaux sociaux et soudain elle avait des projets, des passions, des raisons de se lever le matin et la solitude qui lui pesait tant a commencé à se transformer en solitude choisie, en moments précieux qu'elle passait avec elle-même à faire des choses qu'elle aimait vraiment. Alors je veux que vous fassiez la même chose, prenez un cahier, un beau cahier qui vous plaît et commencez cet exercice dès aujourd'hui. Écrivez 3 choses, un moment où vous vous êtes sentie vivante, une chose que vous avez toujours voulu faire et une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante et faites-le chaque jour pendant au moins 1 mois et je vous promets que vous allez commencer à voir émerger des patterns, des thèmes récurrents, des indices sur qui vous êtes vraiment et ce qui compte vraiment pour vous et à partir de là vous pourrez commencer à construire une vie qui a du sens, une vie qui vous ressemble, une vie qui n'est pas juste une réaction aux circonstances, mais une création consciente. La 3e clé, et celle-ci est absolument cruciale, c'est que vous devez reconstruire votre réseau social de façon intentionnelle. Parce que voici ce qui se passe souvent quand on vieillit et qu'on se retrouve seul, on perd progressivement le contact avec les gens. Les collègues de travail, quand on prend sa retraite, les amis qui étaient en fait les amis du couple quand on divorce, les parents quand ils décèdent, et soudain on se retrouve avec un cercle social qui a rétréci de façon dramatique, et le problème c'est que plus ce cercle rétrécit,
plus il devient difficile de le reconstruire parce que on perd l'habitude des interactions sociales, on devient maladroite, anxieuse, on se dit que de toute façon les gens ne veulent pas de nous et on se replie encore plus sur soi-même. Mais voici ce que les recherches en psychologie sociale nous disent, et c'est fascinant. La qualité de nos relations sociales est le facteur le plus important pour notre bonheur et notre santé, plus important que l'argent, plus important que la réussite professionnelle, plus important même que la santé physique. Les gens qui ont des relations sociales riches et satisfaisantes vivent plus longtemps, sont plus heureux, sont plus résistants au stress, ont un système immunitaire plus fort, et à l'inverse, les gens qui sont socialement isolés et ont tous les problèmes de santé que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, reconstruire votre réseau social n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est une nécessité absolue pour votre bien-être et votre survie. Maintenant, comment fait-on concrètement pour reconstruire son réseau social quand on a 50 ou 60 ans et qu'on a l'impression que tout le monde a déjà ses amis, que personne n'a besoin de nouvelles relations, que c'est trop tard pour se faire de vrais amis? Eh bien, d'abord, il faut déconstruire cette croyance que c'est trop tard, parce que c'est faux. Les études montrent qu'on peut se faire des amis profonds à n'importe quel âge. La seule différence, c'est qu'il faut être plus intentionnel, plus proactif. Parce qu'à 20 ans, les opportunités sociales se présentent naturellement. L'université, le premier emploi, les soirées. Mais à 50 ou 60 ans, il faut les créer, il faut aller vers les autres, il faut prendre des initiatives. Et oui, c'est inconfortable, oui, ça demande du courage. Mais l'alternative, c'est quoi ? Rester seul chez vous à regarder la télévision en vous plaignant que personne ne vous appelle. Laissez-moi vous donner des stratégies très concrètes. Premièrement, identifiez vos intérêts et trouvez des groupes qui les partagent. Vous aimez la lecture, rejoignez un club de lecture, vous aimez le yoga, inscrivez-vous à des cours réguliers et arrivez un peu en avance pour discuter avec les autres participants. Vous aimez le théâtre, prenez un abonnement et allez aux représentations et surtout, engagez la conversation avec les gens. Je sais que c'est difficile, je sais que vous avez peur d'être rejeté, mais la vérité c'est que la plupart des gens sont dans la même situation. Vous, ils aimeraient avoir plus de connexion sociale, mais ils n'osent pas faire le premier pas. Alors soyez celle qui fait le premier pas, souriez, faites un compliment sincère, posez une question ouverte et vous verrez que dans la majorité des cas, les gens seront ravis d'échanger avec vous. Deuxièmement, engagez-vous dans du bénévolat. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est bien de faire du bénévolat, je le dis parce que c'est une des meilleures façons de créer des liens sociaux significatifs quand vous vous engagez dans une cause qui vous tient à cœur, que ce soit une association caritative, un refuge pour animaux, une bibliothèque, une organisation culturelle, vous rencontrez des gens qui partagent vos valeurs et vous créez des liens autour d'un projet commun. Et ça, c'est très puissant parce que l'amitié ne se construit pas juste en parlant, elle se construit en faisant des choses ensemble, en partageant des expériences, en travaillant vers un but commun. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, investissez dans vos relations existantes, même si votre cercle social s'est rétréci. Il y a probablement encore quelques personnes dans votre vie, une vieille amie que vous n'avez pas vue depuis des mois, un cousin avec qui vous aviez l'habitude d'être proche, une ancienne collègue avec qui vous vous entendiez bien, contactez ces personnes, prenez l'initiative, proposez un café, un déjeuner, une promenade, et quand vous êtes avec elles, soyez vraiment présente, pas sur votre téléphone, pas en train de penser à vos soucis, mais vraiment là, à les écouter, à vous intéresser à leur vie, à partager la vôtre, parce que la qualité des relations est beaucoup plus importante que la quantité. Mieux vaut avoir 2 ou 3 amis vraiment proches avec qui vous pouvez être vulnérable, avec qui vous pouvez partager vos peurs et vos joies, que 20 connaissances superficielles. Et puis il y a quelque chose dont personne ne parle, mais qui est absolument essentiel, c'est que vous devez apprendre à être seul sans être solitaire. Et ça, c'est la 4e clé. Parce que la solitude et le fait d'être seul, ce sont 2 choses complètement différentes. Vous pouvez être seul et vous sentir parfaitement bien, épanoui, en paix, ou vous pouvez être entouré de gens et vous sentir terriblement seul. La différence, ce n'est pas le nombre de personnes autour de vous, c'est votre relation avec vous-même, c'est votre capacité à apprécier votre propre compagnie, à trouver de la richesse dans les moments de solitude
Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années après mon divorce, je me suis retrouvé seul pour la première fois depuis très longtemps. Et au début, c'était très difficile. Je rentrais chez moi le soir et le silence me pesait. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je tournais en rond. J'allumais la télé juste pour avoir du bruit et puis progressivement, j'ai commencé à apprivoiser cette solitude, j'ai commencé à voir les moments seuls, non pas comme un vide à remplir, mais comme un espace de liberté, un temps précieux pour me reconnecter avec moi-même, pour lire, pour réfléchir, pour méditer, pour simplement être sans avoir à jouer un rôle, sans avoir à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Et j'ai découvert qu'il y avait une richesse incroyable dans ces moments, une profondeur, une paix que je n'avais jamais connue quand j'étais constamment en relation avec les autres. Et c'est exactement ce que je veux que vous découvriez, parce que tant que vous vivez la solitude comme une punition, comme un manque, comme quelque chose de négatif, vous allez la fuir, vous allez chercher désespérément à la remplir avec n'importe quoi, n'importe qui, et vous allez vous retrouver dans des situations qui ne vous conviennent pas, avec des gens qui ne vous respectent pas, juste pour ne pas être seul, mais quand vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, quand vous transformez la solitude en solitude choisie, en temps de qualité avec vous-même, alors tout change. Vous n'avez plus cette énergie désespérée qui repousse les gens, vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complète, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous devenez vraiment attractive, parce que les gens sentent que vous êtes bien dans votre peau, que vous n'avez pas besoin d'eux pour exister, et ça c'est extrêmement séduisant. Alors comment cultive-t-on cette capacité à être seul sans être solitaire? Eh bien d'abord en développant une pratique de pleine conscience, et je sais que ce mot est devenu très à la mode, que tout le monde parle de mindfulness, mais écoutez-moi bien, je ne vous parle pas de quelque chose de mystique ou de compliqué, je vous parle simplement d'apprendre à être présente à votre propre expérience, à vos sensations, à vos émotions, à vos pensées, sans jugement, sans essayer de les changer, juste en les observant avec curiosité et bienveillance. Et vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe. Donc en buvant votre café le matin, en vous concentrant vraiment sur le goût, la chaleur, l'arôme, en marchant dans la rue, en sentant vos pieds toucher le sol, en observant les couleurs autour de vous, en écoutant les sons. Et ce que cette pratique fait, c'est qu'elle vous ramène dans le moment présent. Elle vous sort de votre tête où vous ressassez le passé, où vous angoissez pour l'avenir, et elle vous permet de découvrir qu'il y a une richesse incroyable dans le simple fait d'être vivante ici et maintenant. Vous pouvez aussi développer des rituels qui rendent vos moments de solitude agréables et nourrissants. Par exemple, au lieu de manger devant la télé, créez-vous un beau moment, mettez la table joliment, même si vous êtes seul, allumez une bougie, mettez de la musique que vous aimez. Prenez le temps de savourer votre repas. Ou le soir, au lieu de vous écrouler devant des séries dont vous ne vous souviendrez même pas le lendemain, créez-vous un rituel de fin de journée, un bain avec des huiles essentielles, une tasse de tisane avec un bon livre, 10 minutes de méditation ou d'écriture dans votre journal. Ces petits rituels transforment la solitude en moment de soin de soi, en moment précieux que vous attendez avec plaisir plutôt que de les redouter. Et puis, il y a la cinquième clé, et c'est peut-être la plus puissante de toutes, c'est que vous devez absolument maintenir une vie physique active, et je ne parle pas de devenir une athlète olympique, je parle simplement de bouger votre corps régulièrement, parce que voici ce que la science nous dit de façon absolument claire, l'exercice physique est le meilleur antidépresseur qui existe, il est plus efficace que la plupart des médicaments pour traiter la dépression légère à modérée, il réduit l'anxiété, il améliore la qualité du sommeil, il booste l'estime de soi, il augmente l'énergie, ralentit le vieillissement cognitif, il réduit le risque de pratiquement toutes les maladies chroniques et en plus, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement ici, il crée des opportunités de connexion sociale si vous choisissez des activités de groupe. Mais voici le problème, quand on vieillit et qu'on se sent seul et déprimé, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de bouger, on a envie de rester sous la couette, de rester sur le canapé, on se dit qu'on est trop fatigué, trop vieille, que de toute façon, ça ne servira à rien. Et c'est exactement là que vous devez vous forcer, et je dis bien vous forcer au début, parce que la motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après. Vous ne vous réveillerez pas un matin en vous disant « Oh, comme j'ai envie d'aller faire du sport ». Non, vous devez y aller même sans motivation. Et c'est après, quand vous aurez bougé, quand les endorphines commenceront à circuler dans votre corps, que vous vous sentirez mieux, que vous aurez de l'énergie, que vous serez contente de l'avoir fait. Alors concrètement,
qu'est-ce que je vous recommande? Eh bien, d'abord, trouvez une activité que vous aimez ou au moins que vous ne détestez pas, parce que si vous vous forcez à faire quelque chose que vous haïssez, vous ne tiendrez pas. Si vous détestez la salle de sport, n'y allez pas, trouvez autre chose. La danse, la natation, le vélo, le yoga, la marche en nature, l'aquagym, le tai chi, il y a tellement d'options. Essayez plusieurs choses jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, et c'est crucial, intégrez cette activité dans votre routine de façon non négociable, comme vous brossez les dents tous les jours, vous bougez votre corps au moins 30 minutes, au moins 5 fois par semaine. Et idéalement, choisissez une activité de groupe parce que ça combine les bénéfices de l'exercice avec les bénéfices de la connexion sociale. Et en plus, ça crée une forme d'engagement. Si vous savez que les autres vous attendent au cours de yoga, vous avez beaucoup moins de chances de sécher que si vous devez juste aller courir toute seule. Et puis, il y a quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. Votre corps n'est pas votre ennemi. Je sais que vous regardez dans le miroir et que vous voyez toutes les imperfections, les rides, les kilos en trop, la peau qui se relâche. Et je sais que la société vous bombarde de messages qui vous disent que vous devriez avoir honte de ce corps vieillissant, mais écoutez-moi bien, votre corps est votre allié le plus fidèle, c'est lui qui vous a porté pendant toutes ces années, qui a peut-être porté et nourri vos enfants, qui a guéri de toutes les maladies que vous avez traversée, qui continue à fonctionner jour après jour pour vous maintenir en vie, et il mérite votre respect, votre gratitude, votre bienveillance. Alors au lieu de le critiquer sans cesse, commencez à le traiter comme vous traiteriez votre meilleur ami. Nourrissez-le bien, faites-le bouger, donnez-lui du repos. Écoutez ces signaux et vous verrez qu'il vous le rendra au centuple. D'ailleurs, savez-vous ce qui se passe dans le cerveau quand vous faites de l'exercice régulièrement? C'est absolument fascinant. L'exercice stimule la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est comme un fertilisant pour vos neurones. Il favorise la création de nouvelles connexions neuronales, il améliore la mémoire, la concentration, la créativité, il protège contre le déclin cognitif. Donc quand vous faites de l'exercice, vous ne faites pas que maintenir votre corps en forme, vous maintenez aussi votre cerveau jeune et performant. Et ça, c'est crucial quand on vieillit parce que la peur de perdre ses capacités mentales est une des angoisses les plus profondes liées au vieillissement. Maintenant, je veux prendre un moment pour vous parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. La sexualité après 50 ans quand on est seul, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de femmes mais dont elles n'osent pas parler. Elles ont l'impression que c'est tabou, que ce n'est pas convenable pour une femme de leur âge de penser encore au sexe, et surtout elles ont l'impression que de toute façon c'est fini pour elles, que personne ne les désire plus jamais. Et je veux déconstruire complètement cette croyance toxique parce que la sexualité ne s'arrête pas à 50 ans, elle ne s'arrête pas à 60 ans, elle ne s'arrête pas à 70 ans, elle évolue, elle change, mais elle reste une partie importante de ce qui fait de nous des êtres humains vivants et vibrants. Écoutez, je vais être très direct avec vous, les femmes de votre âge sont au sommet de leur pouvoir sexuel, vous savez ce que vous aimez, vous n'avez plus peur de le demander, vous n'êtes plus dans la performance, vous êtes dans le plaisir, vous avez une profondeur, une sensualité, une présence que vous n'aviez pas à 20 ans, et il y a énormément d'hommes, et je dis bien énormément, qui trouvent ça incroyablement attirant. Le problème, c'est que vous ne le croyez pas, vous êtes tellement conditionné par les messages de la société qui vous disent que seules les jeunes femmes sont désirables, que vous ne voyez même pas les signaux que les hommes vous envoient, ou alors vous les interprétez négativement, vous vous dites qu'ils sont juste polis, qu'ils ne peuvent pas vraiment s'intéresser à vous. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. La séduction à 50 ou 60 ans n'a rien à voir avec la séduction à 20 ans. Elle ne repose pas sur l'apparence physique, enfin, pas principalement. Elle repose sur votre énergie, votre confiance, votre capacité à être présente, votre sens de l'humour, votre intelligence, votre profondeur, toutes ces choses que vous avez développées avec l'âge. Et un homme mature, un homme qui a lui aussi vécu, qui a de la profondeur, il cherche exactement ça. Il ne cherche pas une poupée sans cerveau, il cherche une femme avec qui il peut avoir une vraie conversation, une vraie connexion, une vraie intimité. Alors si vous êtes intéressé par une vie amoureuse ou sexuelle, et il n'y a aucune honte à ça, au contraire c'est sain et normal, voici ce que je vous recommande. Premièrement, reconnectez-vous avec votre propre sensualité, et ça commence par votre relation avec votre corps. Prenez des bains, mettez de la crème avec attention sur votre peau, portez des sous-vêtements qui vous font vous sentir belle, même si personne
personne ne les voit, dansez seul dans votre salon, explorez votre propre plaisir sans honte, parce que vous ne pouvez pas partager avec quelqu'un d'autre ce que vous ne vous donnez pas vous-même. Deuxièmement, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous devez vous mettre en situation de rencontrer, et je sais que les applications de rencontre peuvent sembler intimidantes, mais c'est devenu un moyen tout à fait normal de se rencontrer, même à votre âge. Et d'ailleurs, il y a des applications spécialement conçues pour les personnes de plus de 50 ans. Alors, créez-vous un profil honnête, mettez des photos récentes où vous souriez, où vous avez l'air heureuse, écrivez quelque chose d'authentique sur qui vous êtes et ce que vous cherchez, et soyez patiente. Ça prend du temps, vous allez. Rencontrer des gens qui ne vous conviennent pas, vous allez avoir des déceptions, mais si vous persévérez, si vous restez ouverte, vous finirez par rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ne cherchez pas quelqu'un pour combler un vide. Ne cherchez pas quelqu'un parce que vous ne supportez pas d'être seul, parce que si c'est votre motivation, vous allez attirer des gens qui vont profiter de votre vulnérabilité, où vous allez vous retrouver dans une relation qui ne vous convient pas juste pour ne pas être seul, chercher quelqu'un parce que vous avez envie de partager votre vie, parce que vous avez de l'amour à donner, parce que vous pensez qu'une relation pourrait enrichir votre vie déjà satisfaisante. Et ça, c'est complètement différent, c'est une énergie complètement différente et c'est cette énergie-là qui attire les bonnes personnes. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important. La relation avec vos enfants, si vous en avez. Parce que c'est souvent une source de souffrance pour les femmes de votre âge. Elles ont consacré tellement d'années à élever leurs enfants, elles ont tout donné. Et maintenant que les enfants sont adultes et partis, elles se sentent abandonnées, oubliées, elles se plaignent que leurs enfants ne les appellent pas assez, ne viennent pas assez les voir, ne s'intéressent pas assez à leur vie. Et je comprends cette souffrance, je la vois tous les jours dans mon cabinet. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger si vos enfants sont votre seule source de connexion sociale, si vous attendez d'eux qu'ils remplissent votre vie, vous leur mettez une pression énorme et vous vous préparez à beaucoup de déceptions. Vos enfants ont leur propre vie, leurs propres défis, leurs propres préoccupations et c'est normal, c'est sain, c'est exactement ce que vous vouliez pour eux, qu'ils deviennent des adultes autonomes et indépendants, alors vous ne pouvez pas leur reprocher maintenant de vivre leur vie. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est construire votre propre vie, une vie tellement riche, tellement intéressante, tellement pleine, que quand vos enfants vous appellent, vous avez des choses passionnantes à leur raconter, vous êtes occupé à vivre, et vous savez ce qui se passe. Alors vos enfants ont envie de passer du temps avec vous parce que vous êtes intéressante, parce que vous rayonnez, parce que vous leur montrez un modèle de vieillissement actif et épanouissant plutôt qu'un modèle de déclin et de dépendance. Et puis il y a la question de l'argent parce que vieillir seul quand on a des ressources financières limitées, c'est encore plus difficile et je sais que beaucoup de femmes de votre génération se retrouvent dans cette situation peut-être parce qu'elles ont arrêté de travailler pour élever les enfants. Peut-être parce qu'elles ont divorcé et que le partage n'était pas équitable, peut-être parce qu'elles ont toujours eu des salaires plus bas que les hommes et maintenant elles se retrouvent avec une petite retraite et elles angoissent comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire. Si j'ai besoin de soins, comment je vais faire si mon appartement a besoin de réparation et cette angoisse financière vient s'ajouter à la solitude et ça crée un cocktail absolument toxique. Alors voici ce que je veux vous dire. Premièrement, si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de femmes dans le même cas et il y a des ressources, des associations, des aides sociales dont vous pouvez bénéficier. Renseignez-vous, allez voir une assistante sociale. Ne restez pas seul avec vos angoisses financières. Deuxièmement, regardez vos dépenses et voyez où vous pouvez optimiser. Je ne vous dis pas de vivre dans la privation, je vous dis de faire des choix conscients. Peut-être que vous pouvez réduire votre logement si vous avez trop d'espace. Peut-être que vous pouvez partager certaines dépenses avec d'autres personnes. Il y a de plus en plus de projets de cohabitation entre seniors qui permettent de réduire les coûts tout en créant du lien social. Et troisièmement, et je sais que ça peut sembler étrange venant d'un psychiatre, mais si vous en avez la capacité, continuez à avoir une activité rémunérée, même après la retraite, pas forcément à temps plein, pas forcément quelque chose de stressant, mais quelque chose qui vous apporte un complément de revenu et qui vous maintient active et connectée socialement. Ça peut être du conseil dans votre ancien domaine professionnel, ça peut être de l'artisanat que vous vendez, ça peut être du soutien scolaire.
Il y a tellement de possibilités et vous avez tellement de compétences et d'expériences à offrir. Vous savez, ce qui me frappe après toutes ces années de pratique, c'est que les femmes qui vieillissent bien, qui restent vibrantes et heureuses, même quand elles sont seules, elles ont toutes quelque chose en commun, elles ont un sens, un purpose, comme disent les Anglais. Elles ont quelque chose qui les fait se lever le matin, quelque chose qui est plus grand qu'elles, une cause, une passion, un projet, une contribution qu'elles veulent apporter au monde. Et ce n'est pas quelque chose de grandiose nécessairement, ça peut être très simple. Ça peut être de s'occuper du jardin partagé du bureau quartier, ça peut être de faire du bénévolat dans une association qui aide les enfants en difficulté, ça peut être d'écrire ses mémoires pour les transmettre à ses petits-enfants, ça peut être d'apprendre à peindre et de créer de la beauté, peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ça vous donne le sentiment de contribuer, de créer, de laisser une trace. Alors, je veux que vous réfléchissiez à ça. Si vous n'aviez plus aucune contrainte, si vous pouviez consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment pour vous, qu'est-ce que ce serait? Quelle contribution vous aimeriez apporter au monde? Quel héritage vous aimeriez laisser? Et ne me dites pas que c'est trop tard, ne me dites pas que vous êtes trop vieille, parce que c'est faux. Il y a des gens qui ont commencé des carrières artistiques à 70 ans, qui ont créé des associations à 80 ans, qui ont écrit leur premier livre à 75 ans. L'âge n'est une, limite que si vous décidez qu'il en est une. Et puis, je vais vous parler de quelque chose de très concret, la gestion de vos émotions difficiles. Parce que quand on vieillit seul, il y a des moments où la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir nous submergent. Et si vous n'avez pas d'outils pour gérer ces émotions, elles peuvent vous entraîner dans des spirales vraiment dangereuses. Alors voici ce que je veux que vous compreniez. Les émotions difficiles sont normales, elles font partie de l'expérience humaine. Vous n'êtes pas défaillante parce que vous vous sentez triste ou anxieuse. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces émotions, le problème, c'est de ne pas savoir quoi en faire. Alors voici quelques outils très concrets que vous pouvez utiliser. Premièrement, quand une émotion difficile arrive, ne la fuyez pas. Ne essayez pas de la supprimer en vous distrayant ou en vous anesthésiant avec de l'alcool ou de la nourriture ou des achats compulsifs. Au contraire, accueillez-la, installez-vous confortablement, fermez les yeux et observez cette émotion. Où est-ce que vous la sentez dans votre corps? Est-ce que c'est une boule dans la gorge, une pression dans la poitrine, une tension dans le ventre? Observez les sensations physiques sans jugement et souvent juste le fait d'observer l'émotion avec bienveillance la fait diminuer en intensité. Deuxièmement, nommez l'émotion, parce que les recherches montrent que le simple fait de mettre un mot sur ce qu'on ressent active les zones préfrontales du cerveau qui régulent les émotions et diminue l'activation de l'amygdale qui est le centre de la peur. Alors dites-vous, je me sens triste, ou je me sens anxieuse, ou je me sens seule. Et si vous pouvez, soyez encore plus précise, je me sens nostalgique de l'époque où j'avais ma famille autour de moi, je me sens inquiète pour mon avenir, je me sens en colère contre mon ex-mari qui a refait sa vie alors que moi je suis seule. Troisièmement, validez votre émotion, dites-vous que c'est normal de ressentir ça dans votre situation, que n'importe qui à votre place ressentirait la même chose. Arrêtez de vous juger pour ce que vous ressentez, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste des informations. Elles vous disent quelque chose sur vos besoins, sur ce qui compte pour vous, alors écoutez-les avec respect. Et quatrièmement, une fois que vous avez accueilli, nommé et validé votre émotion, demandez-vous ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de connexion? Alors appelez une amie. Est-ce que vous avez besoin de réconfort? Alors prenez soin de vous, faites-vous couler un bain, préparez-vous une tisane. Enveloppez-vous dans un plaid douillet. Est-ce que vous avez besoin de bouger? Alors allez marcher, mettez de la musique et dansez. L'important, c'est de passer de l'émotion à l'action. Une action qui prend soin de vous, qui répond à votre besoin. Maintenant, je vais aborder quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la question de la transmission. Parce que vous avez tellement de sagesse, tellement d'expérience, tellement de choses à transmettre aux générations plus jeunes. Et c'est un des antidotes les plus puissants à la solitude et au sentiment d'inutilité. Alors comment pouvez-vous transmettre? Eh bien, il y a tellement de façons. Vous pouvez faire du mentorat auprès de jeunes femmes qui démarrent leur carrière. Vous pouvez donner des cours de cuisine, de couture, de jardinage. De tout ce que vous savez faire, vous pouvez. Raconter votre histoire, l'écrire, l'enregistrer pour que vos enfants et petits-enfants sachent d'où ils viennent. Vous pouvez vous engager dans des associations qui travaillent avec des jeunes et vous savez ce qui se passe quand vous transmettez, vous créez du lien intergénérationnel, vous vous sentez utile.
vous donnez du sens à votre expérience et souvent vous recevez autant que vous donnez parce que les jeunes générations ont aussi beaucoup à vous apporter. Leur énergie, leur vision du monde, leur maîtrise des nouvelles technologies. Et puis il y a quelque chose que je veux absolument aborder parce que c'est crucial, c'est la question de votre santé mentale, parce que si vous êtes vraiment en dépression, si vous avez des pensées suicidaires, si vous ne trouvez plus aucun plaisir dans rien, si vous ne dormez plus, si vous ne mangez plus, alors tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ne suffira pas. Vous avez besoin d'aide professionnelle et il n'y a aucune honte à ça, aucune. La dépression est une maladie comme le diabète ou l'hypertension. Elle se soigne et elle se soigne bien. Alors si vous êtes dans cette situation, s'il vous plaît, consultez votre médecin, demandez à voir un psychiatre, envisagez un traitement médicamenteux si nécessaire, envisagez une psychothérapie. Il existe des thérapies très efficaces pour la dépression, la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie d'acceptation et d'engagement. La thérapie interpersonnelle, ne restez pas seul avec votre souffrance, demandez de l'aide, vous le méritez. Vous savez, ce qui me donne de l'espoir après toutes ces années de pratique, c'est de voir des femmes qui étaient au fond du trou, qui ne voyaient plus aucune issue, qui pensaient que leur vie était finie, se transformer complètement, retrouver la joie de vivre, créer une vie qui a du sens, et parfois même me dire que cette période difficile a été finalement un cadeau parce qu'elle les a forcées à se réinventer, à découvrir qui elles étaient vraiment, à vivre enfin pour elles-mêmes. Et je veux que vous soyez une de ces femmes. Je veux que dans 1 an, dans 2 ans, vous regardiez en arrière. Et vous vous disiez, ce jour-là, quand j'ai regardé cette vidéo, quand j'ai entendu Christophe André me dire que je méritais mieux, que je pouvais avoir mieux, quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai décidé de ne plus accepter une vie de résignation. J'ai décidé de me battre pour ma joie, pour ma vitalité, pour ma dignité. Alors voici ce que je veux que vous fassiez concrètement dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Premièrement, prenez un cahier et écrivez 3 choses. Un moment où vous vous êtes senti vraiment vivante, une chose que vous avez toujours voulu faire, et une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Deuxièmement, identifiez une activité physique que vous allez commencer cette semaine. Cherchez un cours, inscrivez-vous, mettez-le dans votre agenda comme un rendez-vous non négociable. Troisièmement, contactez une personne avec qui vous aimeriez. Renouez le contact, envoyez un message, proposez un café, prenez l'initiative. Quatrièmement, identifiez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin et faites un premier petit pas vers ce projet aujourd'hui, même tout petit. Et cinquièmement, si vous êtes vraiment en difficulté, si vous pensez être en dépression, prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine. Et puis, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a des millions de femmes qui vivent exactement ce que vous vivez, qui ressentent exactement ce que vous ressentez. Et le simple fait de savoir ça, de réaliser que vous n'êtes pas une exception, que vous n'êtes pas défaillante, que votre souffrance est une réaction normale à une situation difficile, ça peut déjà alléger un peu le poids. Alors cherchez ces femmes, connectez-vous avec elles, que ce soit dans des groupes de parole, dans des associations, dans des forums en ligne. Partagez votre expérience, écoutez la leur, soutenez-vous mutuellement, parce qu'il y a une force incroyable dans la solidarité féminine, dans le fait de se serrer les coudes, de se dire on est ensemble, on va s'en sortir ensemble. Et je veux aussi que vous réalisiez quelque chose. Vous êtes à un âge où vous avez encore potentiellement 20, 30, 40 ans devant vous, c'est énorme, c'est presque une vie entière. Alors la question c'est, qu'allez-vous faire de ce temps? Allez-vous le passer à survivre, à vous plaindre, à regarder la vie passer, ou allez-vous décider d'en faire quelque chose de beau, de significatif, de joyeux, parce que c'est vraiment votre choix? Je sais que ça ne semble pas être un choix quand on est au fond du trou, quand on a l'impression que les circonstances nous ont été imposées, mais c'est un choix. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment vous y répondez. Vous pouvez choisir votre attitude, vos actions, la façon dont vous vous parlez à vous-même. Et ces choix, accumulés jour après jour, créent votre vie. Alors je veux que vous choisissiez la vie, je veux que vous choisissiez la joie, je veux que vous choisissiez la connexion, je veux que vous choisissiez la croissance parce que vous le méritez, vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être aimée, vous méritez d'avoir une vie riche et pleine. Et personne ne va vous donner ça, personne ne va venir sonner à votre porte avec une vie toute faite. Vous devez la créer, vous devez la construire, pierre par pierre, jour par jour, avec patience et persévérance. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction
rend le suivant un peu plus facile. Au début, c'est très dur. Vous devez vous forcer, vous battre contre vos pensées négatives, contre votre inertie, contre votre peur. Mais petit à petit, ça devient plus facile. Vous commencez à avoir des résultats, vous commencez à vous sentir mieux, vous commencez à avoir plus d'énergie. Et cette énergie crée un cercle vertueux. Vous avez plus d'énergie, donc vous faites plus de choses, donc vous rencontrez plus de gens, vous créez plus de connexions, vous avez plus de moments de joie. Et ces moments de joie vous donnent encore plus d'énergie et ainsi de suite. Mais je ne vais pas vous mentir, il y aura des jours difficiles, il y aura des moments où vous aurez envie de tout laisser tomber, où vous vous direz que ça ne sert à rien, que vous êtes trop vieille, trop fatiguée, trop seule. Et c'est normal, c'est humain. Mais ce que je veux que vous fassiez dans ces moments-là, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez commencé, de relire ce que vous avez écrit, de vous rappeler les moments où vous vous êtes sentie vivante, de vous rappeler vos rêves et de faire juste une toute petite chose, même minuscule, qui vous rapproche de la vie. Que vous voulez, parce que l'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est toujours se relever. Et puis je veux que vous soyez bienveillante avec vous-même, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de regarder les vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux et de vous sentir nul, chacun a son propre chemin, ses propres défis, ses propres victoires. Et votre valeur ne dépend pas de votre position sur une échelle imaginaire de réussite. Votre valeur est inhérente à qui vous êtes. Et le simple fait que vous soyez là, que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que vous cherchiez à améliorer votre vie, ça montre déjà votre force, votre résilience, votre désir de vivre. Alors permettez-moi de terminer en vous disant quelque chose que je dirais à ma propre mère, à ma propre sœur, à toutes les femmes que j'aime. Vous êtes précieuses, vous êtes importantes, vous méritez d'être heureuse. Et il n'est jamais trop tard pour créer la vie que vous voulez, jamais. Alors s'il vous plaît, ne renoncez pas, ne vous résignez pas, battez-vous pour votre joie, battez-vous pour votre vitalité, battez-vous pour votre dignité, parce que vous le valez, 1000 fois vous le valez, et je crois en vous, même si vous ne croyez pas encore en vous-même, je crois en votre capacité à vous transformer, à vous épanouir, à rayonner, parce que j'ai vu tellement de fois des femmes exactement comme vous, qui ont réussi à créer une seconde partie de vie magnifique, et vous pouvez le faire aussi, j'en suis absolument convaincu, alors allez-y, faites ce premier pas aujourd'hui, et puis le suivant demain, et continuez jour après jour, et dans quelques mois, vous regarderez en arrière et vous serez émerveillé du chemin parcouru, je vous le promets.